Il existe en Chine un bâtiment si vaste que le Pentagone, le plus grand immeuble de bureaux des États-Unis, pourrait y tenir 3 fois. Et le Pentagone est loin d'être petit, près de 30 000 personnes y travaillent chaque jour. Ce bâtiment donne l'impression d'être une simple pièce. C'est le plus grand bâtiment du monde en superficie et il abrite quelque chose d'encore plus incongru que sa taille. Une plage, une véritable plage avec du sable des vagues, une rivière artificielle, un bateau pirate et un soleil artificiel qui trompe le corps en lui faisant croire à une chaude après-midi d'été, même lorsqu'il fait un froid glacial dehors. Cet endroit a été construit dans une ville dont la plupart des gens hors d'Asie n'ont jamais entendu parler à plus de 1000 km de l'océan le plus proche. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rien manquer. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez comment un tel monstre a pu être construit, qui en était à l'origine et pourquoi son instigateur n'a même pas été autorisé à assister à l'inauguration. Le bâtiment La Plage et son histoire sont bien plus incroyables que vous ne l'imaginez. Entrons dans le vif du sujet. Ces chiffres semblent irréels. Le bâtiment s'appelle le New Century Global Center. Il se situe au sud de Chengdu, dans la province du Sichuan, en Chine. Ses dimensions sont impressionnantes, 560 mètres de long, soit l'équivalent de 5 terrains de football américain mis bout à bout et 400 mètres de large. Il s'élève à 100 mètres, mais 100 mètres de hauteur sur 18 étages. Sa superficie totale est de 1,7 million de mètres carrés. Il ne s'agit pas seulement de l'emprise au sol. Il s'agit de la surface totale de chaque étage empilé et combiné. Pour vous donner une idée, imaginez un centre commercial américain classique, avec une aire de restauration, un cinéma et quelques grandes enseignes dupliquées une quarantaine de fois, puis rassemblant tous ces clones sous un même toit, vous approcheriez la capacité de ce bâtiment. Mais la taille n'est pas... Ce qui se trouve à l'intérieur est vraiment incroyable. On y trouve un centre commercial complet avec des rues thématiques, recréant une ville côtière du sud de l'Europe. Des tours béliers, des tours de bureaux sont intégrés directement au mur extérieur du bâtiment. Un hôtel intercontinental d'environ 1000 chambres, dont beaucoup disposent d'un de balcons privés donnant directement sur le centre du bâtiment, est également présent. On y trouve un cinéma IMAX, une patinoire, des salles de conférences, des restaurants, des cafés et un théâtre. Et en plein cœur de ce complexe La Plage, celle-ci mérite une section à part. La plage qui ne devrait pas exister. La plage intérieure baptisée Paradise Island Water Park occupe tout le cœur du bâtiment. Le sable à lui seul couvre environ 5000 mètres carrés et descend en pente douce vers une piscine à vagues de la taille d'un petit lac. Lors des week-ends d'affluence, le parc aquatique peut accueillir jusqu'à 6000 personnes simultanément, tandis que des milliers d'autres fréquentent les boutiques et restaurants environnants. La piscine à vagues fonctionne grâce à un système mécanique qui envoie des vagues déferler sur le rivage à intervalles réguliers toutes les quelques minutes. Une rivière lente fait le tour de la zone, transportant des bouées gonflables devant des palmiers et de fausses formations rocheuses. Des toboggans aquatiques en spirale descendent des niveaux supérieurs. Un bateau pirate grandeur nature est ancré en permanence à une extrémité de la plage et sert de structure d'escalade pour les enfants. Au-dessus de tout cela, suspendu à la charpente métallique du toit, se trouve le soleil artificiel. Il ne s'agit pas d'un simple dispositif d'éclairage. Le système combine des lampes à haut rendement avec des éléments chauffants qui réchauffent l'air dans tout l'atrium et augmentent la température de surface du sable. L'écran LED suspendu au plafond mesure 150 mètres de large et projette des horizons océaniques et des couchers de soleil lents sur toute la longueur de l'espace. Cela a plus d'importance qu'il n'y paraît. Chengdu n'est pas une ville ensoleillée. Pendant une grande partie de l'année, le ciel est gris, l'air frais et le soleil se fait rare. À l'intérieur du Global Center règne une atmosphère tropicale permanente, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau tous les jours de l'année. Les clients de l'hôtel peuvent sortir de leur chambre aux étages supérieurs, s'appuyer sur la rambarde de leur balcon
et admirer le spectacle des vagues qui déferlent 15 étages plus bas. C'est comme Las Vegas, mais en encore plus grand. Rien de tout cela n'est dû au hasard. Pour comprendre la raison d'être de cet immeuble, il faut comprendre la ville qui a décidé de le construire. Une ville qui voulait croître rapidement. Au début des années 2000, Chengdu était déjà une métropole immense, abritant environ 10 millions d'habitants. Mais en dehors de Shan, presque personne n'en avait entendu parler. Shanghai était célèbre pour ses gratte-ciels. Pékin accueillait les Jeux olympiques. Shenzhen était le moteur industriel du monde. Chengdu disposait d'une solide base technologique, d'une excellente gastronomie et d'une réputation qui s'étendait bien au-delà des frontières de la province du Sichuan. Le gouvernement central chinois a lancé en 1999 un programme intitulé « Développer l'Ouest ». L'idée était d'orienter la croissance vers les villes de l'intérieur de la Chine et de les hisser au niveau des grandes métropoles côtières. Pour Chengdu, cela s'est traduit par des financements, un soutien national et une volonté affirmée de se développer. Les dirigeants locaux ont ensuite élaboré un plan concret, l'expansion vers le sud. Il fallait s'éloigner du vieux centre historique et s'étendre sur les terres agricoles, au-delà du périphérique. L'axe principal de ce nouveau quartier serait un large boulevard, l'avenue Tianfu, traversant vers le sud, ce qui deviendrait la nouvelle zone de Tianfu et la zone de haute technologie de Chengdu. L'homme à l'origine de ce projet était un homme politique du nom de Li Chunshun. Secrétaire adjoint du parti de Chengdu, puis secrétaire général du parti. Il souhaitait que le district sud devienne une métropole de premier plan en une décennie. Il a accéléré le développement à un rythme effréné, défrichant les terrains à une vitesse qui lui a valu le surnom de « Lai le démolisseur ». Ce n'était pas une critique, mais une forme de fierté. Li avait besoin d'un promoteur capable de suivre son rythme. Il l'a trouvé en la personne de Deng Hong, un ancien soldat devenu entrepreneur à la tête d'un groupe spécialisé dans les expositions et le tourisme. Deng avait passé les années 1990 à construire des hôtels et des centres de congrès dans la région de Chengdu et, au début des années 2000, son entreprise était devenue le principal acteur privé du secteur événementiel et hôtelier de la ville. En 2003, la société de Deng acquit un vaste terrain dans le district sud à un prix bien inférieur à celui du marché. Sur ce terrain, il a construit le Centre international de congrès et d'exposition Chengdu Century City, qui a ouvert ses portes début 2008 et est rapidement devenu le lieu de référence pour les grands salons professionnels de toute la Chine occidentale. Le projet a fonctionné exactement comme prévu. Cela a attiré les voyageurs d'affaires dans le nouveau quartier sud, rempli les hôtels et insufflé à toute la zone l'énergie qui lui manquait. Pour Li, cela a prouvé que l'expansion vers le sud pouvait constituer un véritable moteur économique. Pour Deng, cela a prouvé qu'il pouvait réaliser des projets d'une ampleur que la plupart des promoteurs privés chinois étaient tout simplement incapables d'atteindre. Ce succès a ouvert la voie à quelque chose de bien plus grand et tout a commencé très tôt.
L'idée était simple, construire une ville intérieure. Le concept du centre mondial était clair et direct. La société de Deng possédait déjà des terrains joutant le centre de congrès. Ce dernier attirait des milliers de visiteurs et l'objectif de faire de Chengdu une ville comparable à Shanghai ou Hong Kong continuait de guider toutes les décisions importantes de la ville. Construisez un seul bâtiment. Intégrez-y des bureaux des commerces, un hôtel et des lieux de divertissement. Faites-y un lieu plus grand que tout ce qui existe à Shanghai ou à Hong Kong. Construisez-le sur un terrain déjà acquis. Offrez à Chengdu un symbole fort. En 2010, les fondations ont été coulées. La structure principale a été achevée fin 2012, un peu plus de 2 ans après le début des travaux. Pour un bâtiment de cette envergure, ce rythme est difficile à apprécier pleinement. La conception est l'œuvre du cabinet Shenzhen Zhong, Sheng Architects, qui a bâti l'ensemble de l'extérieur autour d'un thème maritime en harmonie avec l'intérieur. La toiture se courbe en longs arcs gracieux, évoquant le déferlement des vagues. Les parties supérieures s'évasent vers l'extérieur, évoquant des mouettes en vol selon les architectes. Un immense dôme de verre surplombe l'atrium central, laissant pénétrer la lumière du jour lorsque le ciel est dégagé et se transformant en plafond d'un océan intérieur par mauvais temps. Le cœur commercial du bâtiment s'étend sur environ 400 000 mètres carrés de commerce et de loisirs répartis sur les étages inférieurs. L'agencement s'articule autour de zones thématiques, dont une rue de style méditerranéen avec des façades peintes, des fenêtres cintrées et des devantures de boutiques recréant l'atmosphère d'un village côtier du sud de l'Europe. Autour des espaces commerciaux, quelques 700 000 mètres carrés de bureaux occupent les blocs périphériques qui forment les murs extérieurs. La circulation des personnes dans un bâtiment de cette envergure a nécessité une infrastructure plus proche d'un pôle de transport que pour un complexe commercial classique. Plus de 240 ascenseurs desservent les différents les différents transformeurs, les bâtiments chimiques sur ces espaces commerciaux. Le parking souterrain peut accueillir au moins 10 ou 10 000 voitures sur plusieurs niveaux. Une station de métro dessert directement les étages inférieurs, permettant ainsi à des dizaines de milliers de visiteurs par jour d'y accéder sans emprunter la route. La climatisation de l'atrium central représentait un défi à part entière. Le soleil artificiel y diffuse chaleur et lumière dans un volume d'air de plusieurs millions de mètres cubes. La piscine à vagues, la rivière artificielle et les milliers de visiteurs contribuent simultanément à l'humidité de cet air. Un système mécanique dédié assure le chauffage, la climatisation et l'humidification de l'espace central tandis que les bureaux et les chambres d'hôtel environnants fonctionnent grâce à des systèmes distincts adaptés à des besoins différents. Le parc aquatique a nécessité l'installation d'un réseau de plomberie d'une ampleur plus proche de celle d'une petite ville que d'un simple bâtiment. Des circuits de filtration assurent le renouvellement continu de l'eau de la piscine à vagues et de la rivière artificielle. Des membranes étanches recouvrent l'intégralité du sol de l'atrium afin d'éviter que toute fuite ne se déverse directement dans les parkings situés en dessous. Le bâtiment se trouve par ailleurs dans une zone sismique active. Le séisme de Wenchuan de 2008 a fait près de 4 à 10 000 victimes à environ 80 km de Chengdu, 2 ans seulement avant le début des travaux. La conception structurelle a été revue au regard des normes parasismiques, actualisées les blocs périphériques assurant le soutien latéral principal de l'atrium central. La sécurité incendie d'un bâtiment pouvant accueillir plus de 100 000 personnes simultanément a nécessité une planification minutieuse avec des voies d'évacuation dédiées dans tout le complexe. L'ouverture officielle a eu lieu le 1er juillet 2013. Les différentes sections du centre commercial ont ouvert leurs portes. Le cinéma a commencé ses projections. Le parc aquatique a accueilli ses premiers visiteurs payants. L'hôtel Intercontinental a ouvert les réservations. En septembre, l'établissement affichait presque complet.
Une seule absence notable s'est faite sentir lors de la cérémonie d'ouverture, et cette absence révèle l'aspect le plus intéressant de toute cette histoire. L'homme qui l'a construit était absent. Deng Hong, le promoteur qui a conçu et réalisé le plus grand bâtiment du monde, n'a pas assisté à l'inauguration. Il n'était pas en voyage. Il n'était pas malade. Il était en détention. Fin février 2013, quelques mois seulement avant l'ouverture du Centre mondial, les autorités chinoises ont arrêté Deng Hong pour l'interroger. L'enquête était directement liée à Li Chuncheng, figure politique des proue de l'expansion vers le sud, qui avait fait l'objet d'une enquête de la Commission centrale de contrôle disciplinaire en décembre 2012. Li fut l'un des premiers fonctionnaires de son rang à tomber dans le piège de la campagne anticorruption de Xi Jinping, lancée quelques semaines après l'arrivée au pouvoir de ce dernier en novembre 2012. L'enquête s'est principalement concentrée sur les transferts de terrain et les autorisations d'aménagement durant les années où Li a supervisé l'expansion de Chengdu vers le sud. Les enquêteurs ont par la suite affirmé que les prix fonciers et inférieurs à ceux du marché obtenus par Deng pour le site du Centre mondial étaient liés à des pots de vin versés à Li et à d'autres fonctionnaires en échange d'approbation et de protection. On a indiqué au personnel de Deng que leur président était tout simplement indisponible. Le groupe spécialisé dans les expositions et le tourisme a poursuivi les préparatifs d'ouverture du bâtiment comme si de rien n'était. La piscine à vagues fonctionnait toujours. Le soleil artificiel continuait de s'allumer. Les magasins restaient ouverts. En novembre 2013, les accusations officielles furent déposées. Elles portaient notamment sur des irrégularités foncières, de fausses factures de la fraude fiscale et des escroqueries au prêt. Li Chengyun fut finalement condamné à 13 ans de prison pour corruption et abus de pouvoir. L'affaire Deng a progressé plus discrètement, avec moins de détails divulgués au public. La cérémonie d'inauguration a néanmoins eu lieu. Les autorités locales ont coupé le ruban sous le dôme de verre, avec le soleil artificiel au-dessus et la piscine à vagues en contrebas. L'événement était plus modeste que prévu, avec des discours plus courts et une liste d'invités réduite. Les officiels qui avaient posé aux côtés de Deng lors des précédentes inaugurations ont gardé leur distance. Son nom ne figurait pas dans le programme officiel. Un autre élément passé presque inaperçu à l'époque manquait à l'appel. Lors de la structuration initiale de l'accord foncier pour le Centre mondial, une promesse avait été faite. Un important centre culturel conçu par la célèbre architecte Zaha Hadid était prévu sur la parcelle adjacente. Le projet prévoyait un musée d'art, un grand théâtre et des espaces d'exposition publique sous une vaste toiture sculptée. Ce centre culturel justifiait d'un point de vue civique l'octroi de conditions foncières aussi avantageuses à un promoteur privé. L'accès à une telle surface commerciale à prix réduit pouvait être publiquement défendu si l'accord comportait des avantages pour la ville. Le Global Center a ouvert ses portes comme prévu. Le centre culturel Hadid, en revanche, n'a pas ouvert. Sa structure était partiellement visible depuis les étages supérieurs du Global Center, tandis que l'intérieur restait intact. Le bâtiment commercial a été construit à une vitesse fulgurante. Les promesses faites au public sont restées lettres mortes. Le centre culturel censé justifier l'ensemble du projet n'a jamais ouvert ses portes sous la forme initialement annoncée. Cet écart entre les promesses et la réalité est passé inaperçu. Mais l'histoire plus vaste du sort réservé au bâtiment lui-même a continué de suivre son cours. Ce que le bâtiment est devenu. Le Global Center est dû rester ouvert pendant toute cette période. Les commerces ont continué à fonctionner. Les clients de l'hôtel ont pu s'enregistrer. La piscine à vagues a fonctionné normalement. La gestion a été maintenue sous une direction intérimaire, tandis que les banques d'État détenaient les principaux prêts et que les autorités municipales de Chengdu supervisaient étroitement l'opération. La fermeture du bâtiment n'a jamais été sérieusement envisagée. Un monument historique, détenteur de records du monde fermé et situé au cœur du nouveau quartier sud,
aurait fait chuter la valeur des propriétés environnantes et aurait signifié l'échec de toute l'expansion vers le sud. Les premières années furent mitigées. Le quartier environnant était encore en développement et la clientèle des commerces établis de Chengdu restait concentrée dans le centre-ville historique. Certaines zones des étages supérieurs peinaient à attirer un flux constant de clients. Quelques locataires ont déménagé avant la fin de leur premier bail, mais le quartier a continué de s'étendre. Les entreprises technologiques et les sièges régionaux se sont installés dans des tours de bureaux le long de l'avenue Tianfu. Le réseau de métro s'est étendu plus au sud. La population vivant et travaillant à proximité du Global Center a connu une croissance régulière d'année en année. Au cours de la seconde moitié de la décennie, les immeubles de bureaux affichaient un taux d'occupation plus élevé et la fréquentation du centre commercial et du parc aquatique le week-end s'était stabilisée. En 2016, une entreprise publique a acquis une participation majoritaire de 50 et 1% dans le groupe, détenant ainsi le Global Center et le complexe de congrès Century City adjacent. L'accord a placé les actifs sous contrôle étatique et a dissipé l'incertitude juridique qui planait sur le groupe d'exposition et de voyage d'origine depuis l'arrestation de Deng Xiaoping. En 2019, Sunac China a accepté d'acquérir une participation majoritaire dans le portefeuille du Global Center pour environ 15 milliards de renminbi intégrant les actifs de Chengdu à des projets immobiliers et de tourisme culturel dans plusieurs autres villes chinoises. L'entreprise a ainsi placé le bâtiment entre les mains de l'un des groupes immobiliers privés les plus dynamiques de Chine, des dynamiques de Chine au plus fort du cycle d'endettement du secteur. 2 ans plus tard, le marché immobilier chinois dans son ensemble a connu un net repli. Le défaut de paiement d'Evergrande fin 2020 a gelé le crédit dans tout le secteur et Sunac a subi de fortes pressions de la part de ses propres créanciers. En 2020, Sunac a refinancé une partie de l'aile ouest du Global Center par le biais d'un montage fiduciaire d'une valeur d'environ 8,2 milliards de renminbi. Le transfert de l'actif hôtelier aurait eu lieu dans le cadre d'un règlement de dette d'ici 2024. En 6 ans seulement après son inauguration, l'immeuble est passé successivement d'un promoteur privé à une entreprise publique provinciale, puis à un géant immobilier national. Chaque transaction va entraîner une valorisation différente, chaque nouveau propriétaire héritant d'une partie de la dette accumulée. La structure financière du plus grand bâtiment du monde est ainsi devenue presque aussi complexe que le bâtiment lui-même. Aujourd'hui, le New Century Global Center est toujours en activité. Il figure toujours dans les classements internationaux comme le plus grand bâtiment du monde en superficie. Le centre commercial est actif sur tous ses niveaux. L'hôtel accueille des clients. Les immeubles de bureaux abritent leurs locataires. Le parc aquatique fonctionne comme prévu. Le soleil artificiel maintient de la plage dans une ambiance estivale permanente. Le nom de Deng Hong n'est plus associé au projet qu'il a bâti pendant 10 ans. Li Chunxiang a purgé sa peine. L'avenue Tianfu est devenue l'épine dorsale financière d'une ville de plus de 20 millions d'habitants, bordée de tours de bureaux, de lignes de métro et de campus technologiques s'étendant sur des kilomètres au-delà du dôme de verre du centre mondial. Chengdu s'est dotée d'une ville intérieure. Elle a désormais un littoral artificiel et un soleil factice. Une ville située à plus de 1000 km de l'océan le plus proche possède maintenant sa propre plage ouverte tous les jours de l'année. L'édifice a survécu à son constructeur, aux politiciens qui l'a soutenu et au montage juridique qui l'a rendu possible. Et ça continue. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rater aucun détail. Laissez un commentaire et dites-nous si vous aviez une journée complète au New Century Global Center. Que feriez-vous en premier? La plage, la patinoire ou autre chose? Et si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci, regardez ce qui est affiché à l'écran en ce moment.